Bon, alors vous le savez, dimanche prochain, c'est le 21 juin, donc la fête de la musique. Je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à un acteur majeur de la musique dans le pays. Je dis bien dans le pays. Radio France. Radio en France, vous le savez peut-être, est devenu en 2021 le lieu de la maison de la radio et de la musique. Alors à Radio France, on trouve deux orchestres, un chœur, une maîtrise, 300 musiciens, 260 concerts par an et un Michel Aurier. D'ailleurs, c'est vous. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur de la musique et de la création à Radio France. Vous avez été jadis directeur général de la création artistique au ministère de la Culture. Je me suis dit qu'il fallait vous inviter parce que les orchestres ont été beaucoup attaqués. C'est quelque chose d'assez Récurrent. régulier dans la rhétorique politique française. Il y a eu un rapport qui proposait la fusion, mais je ne savais pas si c'était la fusion ou la fission des deux orchestres. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait défendre cela et défendre ce que l'on faisait, ce que vous faisiez ici même. Mais avant ça, peut-être que vous allez nous présenter cette deuxième édition de Viva l'Orchestra. Qu'est-ce que vous allez proposer à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs, Michel? Alors, Viva l'Orchestra, c'est d'abord une initiative des musiciens de l'Orchestre national de France qui est de s'ouvrir à la pratique amateur. Et ce qu'il y a de formidable dans ce travail-là, c'est que c'est l'orchestre qui se mobilise, c'est-à-dire tous les chefs de pupitre qui, au fur et à mesure de l'année, encadrent des répétitions avec une centaine de musiciens amateurs en vue de se produire pour la fête de la musique. Et, euh, et c'est à chaque fois évidemment une fête formidable parce qu'il y a pas d'âge pour participer à Viva l'Orchestra. C'est un peu comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et on joue les grands titres du répertoire qui vont de la marche de la marche hongroise de la damnation de Faust à des pièces de Gershwin, à la valse de Tchostakovitch, enfin tous les grands airs populaires de la musique classique. Il y a une volonté également. C'est la fête de la musique. Alors la fête de la musique, il y a une promesse démocratique, promesse ou démagogie, ça je sais pas, je vous laisserai trancher. Mais en tout cas, l'idée c'est de laisser leur place aux amateurs. Oui, absolument. Je crois que l'idée de la fête de la musique, c'est ça, hein, c'est de constater qu'il y a plus d'une dizaine de millions de Français qui pratiquent la musique en amateur un peu partout à travers le territoire, et de leur laisser pendant toute cette journée la possibilité de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que Maurice Fleuret avait proposé à Jack Lang au début des années 80, et qui, depuis, a pris cette dimension qui est absolument incroyable. Hein. C'est-à-dire que Paris est devenu, par exemple, un spot mondial au moment de la fête de la musique. On l'a vu depuis 2 ans, avec une densité des participants qui est sans précédent. Bon, venons-en au sujet qui fâche, autrement dit à ces deux orchestres symphoniques. Alors c'est une sorte de rituel politique lorsqu'on s'intéresse à Radio France en termes principalement budgétaires. On peut revenir d'ailleurs là-dessus. On évoque ces deux orchestres, on dit que ces deux orchestres, bah, ça en fait un de trop. Moi je pense qu'en fait ils veulent dire que ça en fait deux de trop, mais on va commencer par passer à un. Expliquez-nous, Michel, pourquoi ces deux orchestres ont chacun leur utilité et puis eh bien, leur savoir, leur virtuosité. Alors, il faut faire un petit recul en arrière pour comprendre pourquoi on a deux orchestres à Radio France. Et j'aime toujours rappeler que René Coering, qui est un de mes prédécesseurs, aimait dire que si on en avait deux, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens d'en avoir trois. Pourquoi? Parce que à Radio France, on a cette mission de mettre à disposition du plus grand nombre à peu près 5 siècles de musique. Donc c'est considérable. On joue chaque année 260 compositeurs différents. Et pour ce faire, évidemment, il nous faut des formations musicales de haut niveau. Dans les années 50, avant l'invention des politiques culturelles, il y avait 17 orchestres de radio. Et puis, quand on a créé le ministère de la Culture, Malraux a demandé à Landowski de faire un plan, un schéma territorial avec l'ensemble des formations symphoniques. On s'est servi des orchestres de radio pour créer, aujourd'hui il y a un peu moins d'une trentaine de formations en région.
Et on est passé on est passé à l'ORTF avec 4 orchestres. Et quand on a séparé la radio de la télé, on a fusionné 3 orchestres pour faire l'Orchestre Philharmonique de Radio France et on a gardé l'Orchestre national de l'ORTF qui est devenu l'Orchestre national de France. Et pour faire ce travail-là, évidemment, ça n'est pas de trop. Je rappelle juste que les Allemands en ont 12 et que les Anglais à la BBC en ont 5 des orchestres. Donc le sujet pour nous, c'est pas tant de savoir si il faut abandonner le vélo à 2 roues parce qu'on a inventé le monocycle, c'est de savoir à quoi servent nos 2 orchestres. Est-ce qu'ils font partie du quotidien des Français? Est-ce qu'on arrive à servir cette musique à la fois sur le plan patrimonial et puis à la fois sur le plan de la création? On commande 80 œuvres par an. Le Philharmonique, dont c'est la mission principale de l'Orchestre Philharmonique de Radio France de créer de la musique contemporaine, crée une trentaine d'œuvres chaque année. Le national est plus centré sur ce qu'on appelle le grand répertoire, une sorte d'ambassadeur de la musique française. Hier, on a nommé Riccardo Muti comme chef émérite d'ailleurs de l'Orchestre national de France. Voilà, mais et on fait voyager l'ONF à travers le pays précisément pour faire entendre ces très grandes pages dans des villes moyennes qui n'ont plus de présence symphonique de cette importance. Alors, je pense que c'est important de rentrer dans les œuvres, c'est-à-dire de montrer l'ouverture, la richesse du répertoire, ce qui a été proposé à tous. Je dis à tous parce que c'est vraiment Parce à que c'est tous. notre mission à la radio, bien sûr. Ce qui est rendu possible par ces 2 orchestres, Michel Aurier. Oui, alors c'est vrai que bon, le sujet quand même principal, c'est de servir le grand répertoire sur l'ensemble de sa durée. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on fait en sorte d'inscrire le son de l'orchestre symphonique, la musique symphonique, dans le quotidien des Français. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des grands événements, par exemple, c'est ou l'Orchestre national de France ou le Philharmonique qu'on voit à la télévision pour rouvrir Notre-Dame de Paris ou pour célébrer le 14 juillet ou l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est également avec nos formations qu'on va rendre justice, je dirais, aux grandes pages de musique de film aussi. L'an dernier, le Philharmonique a joué 3 soirs de suite les musiques de John Williams. On aide de jeunes arrangeurs à travailler pour des chanteurs français pour perpétuer cette tradition qui va de Michel Legrand à Michel Colombier et faire en sorte qu'on ait comme ça des pop symphoniques qui sortent tous les ans. Mais on est aussi aux côtés des compositeurs, bien évidemment, et des compositrices de musique contemporaine, pour créer toutes ces œuvres, pour renouveler le patrimoine, pour que demain, on ait de la musique vivante qui continue à exister dans ce pays. Je vous propose qu'on écoute un extrait du Sacre du Printemps, joué par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était Miko Franck à la direction. Michel Aurier. Donc, on vient d'entendre le Sacre du Printemps. Oui, le Sacre du Printemps, qui est une des pièces aujourd'hui les plus populaires qu'on puisse jouer quand on a un orchestre symphonique. En l'occurrence, l'Orchestre Philharmonique de Radio France va le donner ce soir avec son nouveau directeur musical, Jaap van Sweden, à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Le Sacre... C'est une pièce iconique, c'est une pièce il faut le rappeler, qui a été créée en 1913, qui a fait un scandale inouï au Théâtre des Champs-Élysées et qui aujourd'hui est un grand classique. Et là où c'est intéressant et important de l'écouter, c'est que si vous mettez des jeunes adolescents face au Sacre du Printemps aujourd'hui, dans une salle, le choc est considérable.
Et c'est une pièce qui permet d'entrer vraiment avec une joie, une intensité dans le répertoire symphonique et on a toujours beaucoup de bonheur à la jouer. Je me souviens d'une discussion avec des jeunes gens à la sortie d'une représentation du Cercle du Printemps. Ils me disaient mais monsieur, c'est impossible que ce soit pas amplifié. Comment se fait-il que ça... Et j'aurais trouvé ça absolument formidable. Alors, il faut dire bien entendu que ces créations, elles sont rendues proches des Français par le biais évidemment de France Musique, par le biais aussi des nouvelles technologies qui diffusent France Musique et constituent une mémoire accessible. Je parle bien sûr de l'appli Radio France. Oui, c'est vrai. Sur France Musique, sur chaque concert, on a à peu près 140 000 auditeurs qui nous suivent. Et puis, ces concerts sont évidemment de haute qualité, donc retransmis dans l'ensemble de l'Union européenne de radiodiffusion. C'est 140 millions d'auditeurs chaque année. Donc, c'est considérable. Et puis, évidemment, au-delà, France Musique travaille sur l'ensemble de ses répertoires pour nourrir l'application de Radio France. Et on peut réécouter en podcast ou suivre dans des podcasts spécifiques comme les grands entretiens, les sagas, etc., les aventures des compositeurs, des compositrices, des musiciens, des orchestres, etc. Et alors, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'il y a à la fois donc une programmation très ambitieuse, très, j'allais dire, expérimentale, avec de la musique du XXe siècle, avec du Tilleux, par exemple, qui reste quand même assez présent à Radio France, et puis des choses beaucoup plus populaires, beaucoup plus accessibles, du Mahler, par exemple, des symphonies de Brahms, des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Les deux sont conjugués. Oui, absolument, parce que c'est un chemin qui va de chacun à tous, comme disait Gabili, mais c'est facile d'emprunter ce chemin. La musique, ça ne demande pas, contrairement à ce qu'on peut raconter souvent, une éducation particulière. Hein. C'est un peu comme boire de l'eau, c'est un réflexe absolument naturel. Et c'est vrai que de proposer cet éventail, c'est quelque chose qui est... D'abord, c'est une possibilité formidable qui est la nôtre, mais qui permet de renouveler le public. Moi, je suis toujours très impressionné sur ces dernières années, sur le renouvellement du public de la musique classique ou contemporaine. On voit énormément de jeunes générations arriver dans les salles, et évidemment, c'est un très grand bonheur pour nous, et ça prouve quand même à quel point cette musique-là, à quel point on a besoin de ce vivant-là, de cette musique vivante. Alors, puisque vous parlez de musique vivante, moi, je pense par exemple à cette merveilleuse symphonie, la deuxième symphonie de Mahler, Résurrection, qui est un chef-d'œuvre absolu, une splendeur, et qui a été donc joué, que l'on retrouve sur l'appli Radio France. Oui, Michel Aurier. Et qu'on joue régulièrement. On l'a fait l'an dernier au festival de Montpellier, parce que Radio France, c'est 4 formations musicales, mais c'est aussi un grand festival d'été chaque année à Montpellier, où France Culture, d'ailleurs, y tient les rencontres de Pétrarque. Mais cette symphonie de Mahler, évidemment, c'est un immense moment de musique. Je pense que c'est une des plus belles pages qui ait pu être écrite depuis qu'on écrit de la musique, et de pouvoir la donner avec notre cœur, avec nos orchestres, c'est à chaque fois un très très grand rendez-vous. Et c'est toujours un défi, parce que dans une société où l'économie de l'attention tourne autour de 6 à 7 secondes, donner une œuvre qui dure 90 minutes et captiver chacun et chacune avec la puissance de cette musique, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il y a donc également Méthode de Dutilleux qui est là, je dirais, de l'autre côté du spectre, quelque chose donc qui requiert... Bon, vous preniez l'exemple de l'eau. Moi, je prendrais plutôt l'exemple du thé, parce que le thé, ça requiert une certaine forme d'éducation pour passer d'un thé, comment dirais-je, peut-être peu recherché, voilà, à un thé plus sophistiqué. Et donc, justement, on a la possibilité de gravir les échelons. La différence du thé, d'ailleurs, la musique, grâce à Radio France, est gratuite. Absolument. C'est une des différences avec le thé. Mais la musique n'est jamais une tisane à Radio France. C'est ça qu'il faut... Je voulais prendre un autre exemple d'une œuvre qui m'est chère, le Requiem de Duruflé. Alors, par exemple, le Requiem de Duruflé, qui est à la fois une œuvre très accessible et une œuvre
contemporaine est une œuvre qui a été jouée pour la première fois en 47 ici même. Oui, parce qu'on a créé... Enfin, ici même, Oui, pas à la maison de la pas radio, de maison de mais... radio, mais créé par nos formations musicales. Et ça a été le cas d'ailleurs de beaucoup d'œuvres, les premières pièces de Boulez, etc. Enfin, il y a, c'est ce que je racontais tout à l'heure, il y a une vraie tradition, puis une mission, c'est pas seulement une tradition, c'est une mission vivante de la radio que d'épauler la création contemporaine. Et oui, puisqu'en fait, le Requiem de Duruflé était une commande publique. Voilà, Absolument. parce que la musique, ça coûte trop cher. Et donc, il faut essayer de vivre sans. Parce que dans ce cas-là, on fait des économies. Et puis, il y a plein de choses comme ça qui peuvent, Voilà. qui coûtent trop cher. Les livres, la culture. Et c'est bien qu'on puisse le dire, Michel Aurier, que tout ça est Oui, effectivement et hors que de prix. finalement, tout ça n'est quand même pas... Enfin, évidemment, ça coûte un peu d'argent, mais ça n'est pas si cher que ça comparé à d'autres besoins qui sont également essentiels. Mais vivre sans musique, évidemment, c'est La quelque chose bêtise, c'est beaucoup plus économique. Oui, nous parlons de musique parce que c'est dimanche, la fête de la musique, parce que à Radio France, on aime la musique. Michel Aurier, vous êtes directeur de la musique et de la création à Radio France et j'accueille Magali Monnier. Bonjour Magali. Bonjour. Vous êtes première flûte solo pour l'orchestre philharmonique de Radio France. Vous êtes venu avec votre flûte. Et alors, je vous ai dit avant, bon, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi la flûte et vous avez trouvé que c'était vraiment pas une question très pertinente. Mais Magali. si, bien sûr. Bon, vous étiez dubitative, hein, Magali. C'est une question qui revient très souvent. Je sais pas, ça serait intéressant de savoir quelle est la proportion de professionnels musiciens qui ont réellement choisi leur instrument au départ, ou si on ne les a pas orientés vers tel ou tel instrument à l'époque, ou si c'était pas pour faire plaisir à papa, maman ou mamie, je ne sais Alors, quoi. vous avez fait plaisir à qui? Alors moi, je me suis fait un petit peu plaisir parce que ce qui était sûr, c'est que je voulais souffler. Je voulais jouer d'un instrument avant. Vous auriez Je pu viens- faire de la clarinette? Je viens d'une famille où on n'est pas musicien du tout. Et il paraît que je chantais tout le temps et qu'il fallait me calmer. Et donc je voulais souffler. Et j'ai commencé par faire du hautbois, figurez-vous, parce que la classe de hautbois dans l'école de musique d'où je viens n'était pas complète. Et donc il fallait un peu faire la retape. Donc me voici partie à apprendre le hautbois, qui est vraisemblablement un instrument que j'admire, que j'adore, mais qui, lui, m'aimait nettement moins. Donc, voilà, l'année suivante, le Ça directeur veut de dire l'école de quoi qui musique... vous aimait nettement moins? Ça veut dire que on a... On a une espèce d'affinité, je pense, avec un instrument, mais on ne le sait pas forcément. Et il y a peut-être des gens qui passent à côté de l'instrument de leur vie, comme ça, parce qu'on n'a pas l'occasion de les essayer tous. Et de les essayer quand même quelques temps, je dirais quelques semaines, quelques mois, avant de voir s'il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Bon, je ne suis pas très fier de la question qui va suivre, Magali Monnier. Ne me jugez pas, mais enfin, depuis quelques heures, la flûte est l'instrument le plus célèbre de France à cause de ça. On va entendre ce son. You played the flute, right? My parents wanted me to do many things, to explore Yeah. many things, to open my mind to do other things because hey, we never know that's gonna happen. You're gonna Yeah, be a you football could be the player. greatest flute player of your generation. Maybe, but I was don't not. know. I was not. I did it for 1 year or two, but Really? it was fun to do. So there's just no way No today way. that we could just... It's been many years. Let's come It's on. been Let's years. see You if do we've like got this? Okay, let's see. Alors, je vous explique. En fait, c'est un intervieweur américain, James Corden, qui a fait jouer de la flûte Kylian Mbappé, car Kylian Mbappé en a joué petit. Et donc maintenant, Magali Monnier, vous jouez de l'instrument le plus célèbre de France. Ça vous fait quoi? C'est une grande fierté, c'est ça que vous voulez me faire dire. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, on entendait le début de l'interview et il explique quand même, oui, j'ai fait de la flûte parce que mes parents voulaient que je m'ouvre à plein de choses différentes. Mais vous vous rendez compte, c'est des parents extraordinaires. Voilà, toucher à tout, faire aussi bien du sport que des pratiques artistiques. Enfin, c'est comme ça qu'on construit les jeunes. Bon, je ne vous demanderai pas quel est votre niveau en foot. Par contre, J'aime vous bien allez ça. vous mettre en place et vous allez nous jouer un morceau qui est un morceau particulièrement célèbre pour la flûte, puisque c'est Syrinx de Debussy. C'est un morceau qui est considéré comme étant
l'un des morceaux les plus emblématiques de la flûte sans accompagnement. Magali, Oui, vous il pouvez... y en a quelques autres, mais avec accompagnement. Je veux dire, tout le monde connaît la badinerie de Jean-Sébastien Bach. Yam takatam, 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 takatakatakatam. Mais bon, on n'avait pas d'orchestre là pour m'accompagner, donc c'est vrai que Syrinx, c'est la pièce solo de flûte emblématique. Oui. Tandis que vous vous levez et que vous vous approchez du micro, quelques mots, Michel Aurier, justement sur la manière dont les instrumentistes des orchestres, des deux orchestres de Radio France sont choisis, travaillent ensemble, travaillent de concert sur différentes tâches. Ils sont choisis au terme d'un parcours très difficile parce que les concours, je dirais que le concours de Polytechnique à côté du concours pour rentrer dans les orchestres de Radio France, c'est relativement léger. C'est un concours très difficile, très très difficile. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on forme énormément de jeunes musiciens qui sont d'un niveau extraordinaire. Et nous, notre travail, c'est de les accueillir dans nos orchestres et d'en faire des musiciens qui vont jouer pour le collectif, de sortir de leur rôle de soliste en quelque sorte pour donner au collectif de l'orchestre. Et puis, on va vous entendre. Alors, d'ordinaire, on écoute ça, dans la pénombre. Mais là, c'est un studio de radio. Alors, studios de radio, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Et Magali, vous allez donc interpréter Syrinx, un morceau de Debussy. Bravo. Merci beaucoup, Magali Monnier. Un commentaire, Michel Aurier, sur ce que l'on vient d'entendre. Alors, moi, je suis un fan de Magali depuis de longues années et Syrinx est effectivement un des titres phares du répertoire de la flûte. Mais voilà, je crois que ça exprime tout à fait ce que sont les musiciens de nos orchestres, c'est-à-dire à la fois de très grands solistes et qui savent se fondre dans une pratique collective pour donner... C'est toujours fascinant de voir une centaine de musiciens se jeter sur la même note au même moment. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Magali, hein.
Je ne peux qu'adhérer. Je ne vous demande pas d'adhérer, je vous demande de développer. Alors voilà, là vous m'avez entendu dans l'exercice solo, mais c'est vrai que l'orchestre symphonique, c'est une version démultipliée de la musique de chambre. Car musique de chambre, c'est juste quelques musiciens jouant ensemble. Et là, tout un collectif, on ressent des émotions incroyables au sein de l'orchestre, dont on se partage avec les collègues, cette connivence, mais aussi le partage, le retour qu'on a du public. C'est... Voilà, ça fait 23 ans que je suis à l'orchestre et je suis toujours pas lassée. Ce qui me fascine à chaque fois avec les interprètes, c'est que ce sont des intellos doués de leurs mains, alors que généralement les intellos sont pas du tout doués de leurs mains. Vous êtes capable Des intellos, alors là, franchement, je veux déconstruire ça tout à fait. Hein. Un type particulier d'intello. Vous n'êtes pas là pour faire n'importe quel type d'exercice intellectuel, mais c'est quand même Oui, quelque mais chose il y a de la très connotation quand même avec un télo de quelqu'un qui passe sa vie le nez dans les livres, un peu coupé du monde, etc. Les musiciens sont avant tout des épicuriens. Bon, ce sont aussi des gens précis et concentrés. Oui, quand il le faut. Exactement. Oui, il y a, c'est le professionnalisme. On est formé pour l'excellence. Comme le disait Michel tout à l'heure, on passe des concours de niveau incroyablement difficiles. Donc bien sûr, c'est notre spécialité. Mais il faut savoir aussi rire et s'amuser dans la musique. La musique est vecteur de plein d'émotions. Donc il faut savoir les éprouver toutes pour mieux les transmettre. La capacité de concentration des musiciens, c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Je me souviens qu'on a fait il y a quelques années, j'avais réuni l'ensemble de nos musiciens pour faire un état de la musique, où j'avais pas mal d'intervenants qui sont venus comme ça raconter là où on en était sur l'industrie musicale, etc. Et ils ont tous été séchés par le focus, la capacité de concentration de leur auditoire, qui était l'ensemble de nos musiciens, qui n'a pas d'équivalent. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Concentration et communication aussi, c'est toujours très étrange de voir ce qui s'établit dans un orchestre entre les membres de l'orchestre et le chef d'orchestre. Et je me souviens d'avoir des mots avec William Christie à ce sujet. Les films, par exemple, quand on voit Bernheim diriger, c'est très étonnant, cette économie de gestes. Bernstein, vous voulez dire? Bernstein. Oui, oui, il y a quand un chef connaît bien son orchestre, on sait déjà rien qu'à son regard ce qu'il veut. Et c'est juste un micro-geste qui donne une inflexion. À ce niveau-là, les chefs n'ont plus besoin de battre très précisément la mesure. Et ils ne battent pas la mesure, mais en revanche... Ils dessinent la musique. Ils peuvent faire des prodiges. Je vous propose d'entendre, on en parlait il y a quelques instants, Michel Aurier, le Requiem de Duruflé. C'était il y a un an, pratiquement, ici même, avec Lucille Richardot, Olivier Laluy, le chœur de Radio France, avec Lionel Snow à la direction.
Il n'y a rien de plus merveilleux que le Requiem de Duruflé. Alors, il y a 3 versions, je crois, à ça. Donc, c'est la version qui est uniquement avec le chœur et l'orgue. Il faut rappeler qu'il y a un orgue à Radio France, dont s'occupe par exemple le camarade Lionel Lavaux, qui fait un travail formidable. Qu'on peut saluer. Absolument. Vieux camarade. Et ce Requiem de Duruflé, vous l'avez joué. D'abord, c'est une commande ancienne de l'État. Il a été joué pour la première fois par ces orchestres. Un commentaire sur cette interprétation en juin dernier. D'abord, c'est avec le chœur de Radio France que je tiens vraiment à saluer, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un très joli chœur à Radio France, une maîtrise d'enfants, qui est un chœur d'enfants. Là, évidemment, c'est le chœur d'adultes. Hein. Mais, et puis Olivier Latry à l'orgue. Et je dois dire qu'on a la chance d'avoir cette salle merveilleuse qu'est l'auditorium de Radio France, qu'il faut vraiment découvrir au moins une fois dans sa vie. Après, on y revient facilement, il faut dire, Oui, tellement elle est addictive. Et dans cette salle, il y a cet orgue Gresling qui est vraiment un très très bel instrument. Lionel Lavaux, qui s'en occupe, dit souvent que c'est la 5e formation musicale de Radio France. Il m'a dit que c'était vous qui disiez ça. Ah non, c'est lui. Je tiens à rendre hommage à Lionel sur la paternité de cette formule. Il y a 8 concerts d'orgue Il y a 8 concerts d'orgue qui sont donnés par an. Et puis l'orgue, évidemment, on l'utilise très régulièrement dans nos concerts, car très régulièrement, évidemment, les compositeurs font appel à l'orgue comme un des instruments de l'orchestre. Et alors, Magali Monnier, je vous ai demandé un autre morceau. Alors ça, c'était pas prévu. Et on s'est dit que vous alliez jouer l'ouverture du prélude à l'après-midi d'un faune. En fait, oui, le choix de Syrinx, pièce, voilà, c'est comme on l'a dit, la pièce la plus représentative de la flûte seule. Mais en fait, elle fait vraiment écho à cette pièce pour orchestre de Claude Debussy, qui est le prélude à l'après-midi d'un faune. Et que nous, orchestre français, jouons, emportons avec nous de par le monde. Nous rentrons tout juste d'une tournée 3 semaines en Asie, au mois de mai. On est rentré tout début juin. Et dans cette tournée, sur 12 concerts, je crois qu'on l'a joué 8 fois, le prélude à l'après-midi d'un faune. Et voilà, en tant que flûtiste, en fait, je vais vous jouer juste les quelques mesures du début. En fait, c'est la flûte seule qui commence cette œuvre-là. Et c'est souvent placé dans les concerts en premier. Donc, en fait, quand on est à l'étranger et qu'on est dans des salles immenses en Asie remplies, j'ai la responsabilité d'ouvrir le concert, de dénoncer les premières notes. Et c'est une énorme responsabilité, parce que si vous le jouez un peu de travers ou ça, c'est en fait toute... c'est l'image directement de l'orchestre, l'image sonore qui est voilà. Le reste de l'orchestre me rejoint peu de temps après, mais si on met ça à côté, c'est voilà. Si on reste avec le parallèle avec le foot, c'est comme quand on cadre pas un tir au but, quoi. Mais c'est comment compliqué. vous faites? Parce que par exemple, quand on prend l'antenne, on savonne toujours. Vous savez, savonner, ça veut dire bafouiller, etc. Oui. Mais alors, vous chauffez avant d'arriver sur scène, ou comment vous faites pour prendre votre instrument? Oui, on s'échauffe. On n'est pas très bon pour ça, les musiciens. Il faudrait normalement s'échauffer aussi physiquement, parce que c'est très, très, très physique. Et il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, on appelle ça comme ça, chez les musiciens. Je sais. Mais oui, en tous les cas, on s'échauffe, on fait quelques notes pour un peu se sentir confortable avec son instrument. Je vous le joue là comme ça au milieu. Non, Je change de micro. non, Allez, en j'arrive. majesté, vous allez vous lever et puis on va entendre donc cette première partie, enfin cette ouverture du prélude à l'après-midi d'un faune. C'est une atmosphère de rêverie que l'on installe, même si ici dans le studio il y a beaucoup de lumière. Magali, nous vous écoutons.
Et ainsi de suite. Ce thème revient plein de fois, comme dans Syrinx. Exactement. Debussy utilise exactement le même procédé et il le développe. Oui, Michel Aurier. je pense en entendant Magali que en ce moment même, il y a on révèle une chose qui est très belle et très importante. La BNF vient de retrouver dans ses documents un cahier inédit rédigé de la main de Mozart pour une jeune élève et qui sont des études de duo pour flûte et harpe. Et on va avoir la chance de les enregistrer pour France Musique et de les dévoiler la semaine prochaine. Et voilà, donc ça nous amène, enfin je pense à ça évidemment en voyant Magali et la flûte, parce que ça sera sa collègue de l'Orchestre Philharmonique, c'est-à-dire Mathilde Calderini, qui tiendra la flûte, et Nicolas Tullier, le harpiste de l'orchestre, qui tiendra la partie de harpe. Oui, c'est resté bien secret. Moi, j'ai hâte de découvrir ces partitions. J'imagine que c'est contemporain exactement du concerto pour flûte et harpe. C'est contemporain du concerto pour flûte et harpe, et donc on les diffusera lundi sur France Musique. Ah oui, la harpe aussi, c'est important. Je crois que c'est même important dans la famille de Lucille Como, puisque si je ne m'abuse, la sœur de Lucille est harpiste. Michel Aurier, dans la suite des activités donc des orchestres de Radio France. Donc on a dit quel allait être le programme de la fête de la musique. Qu'est-ce qui va suivre, Michel? On a encore pas mal de concerts jusqu'à la fin de saison. Ce soir même, pour ceux qui souhaitent venir nous écouter, ce sera l'Orchestre Philharmonique avec Jaap van Sweden qui donnera le Sacre du Printemps et la 40e de Mozart d'ailleurs sur le même programme. Donc c'est un très, très joli programme qu'on donnera 2 fois, ce soir et samedi prochain. Le dimanche, c'est la fête de la musique, on l'a dit, avec l'Orchestre national de France. Et puis après, il y a encore quelques concerts jusqu'à la fin de la saison. On peut les retrouver sur France Musique systématiquement. Et puis venir nous retrouver, pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, dans le sud, à Montpellier, du 5 au 18 juillet prochain. Merci beaucoup. Michel Aurier, Magali Monnier. Tout ça est sur le site de Radio France, sur l'appli Radio France évidemment, avec 1000 musiques à entendre. C'est un véritable trésor national.